On a vraiment besoin que les consommateurs fassent jouer leur responsabilité en promouvant ce qui est éthique pour eux et ce qui correspond à leurs valeurs. Nouveau récit. Les consommateurs ne doivent pas oublier que leur carte bleue, c'est une manière de voter. Et donc à partir de là, c'est de se dire c'est normal d'avoir peur puisqu'il y a une menace existentielle qui est notre mode de vie collectif. L'enjeu, c'est vraiment de venir travailler à la racine et de détricoter cet ancien monde patriarcal, et de domination. Tout l'enjeu, ça va être de construire une nouvelle manière de faire société ensemble, donc d'avoir un projet de société, d'avoir un projet collectif. D'où l'importance des nouveaux récits. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Alors, la particularité de Nouveau Récit, c'est qu'on prend le temps d'échanger et de discuter pour apporter un peu de nuance, des sujets importants quand même, qui est comment on répare le monde. On a des pistes pour ça. Et les politiques ne font pas tout. Ils ont souvent des leviers d'action importants. Mais les entrepreneurs, les associatifs, les ONG, les militants, les activistes ont aussi des moyens d'action importants parce que il faut pouvoir mobiliser le foule, il faut pouvoir sensibiliser, il faut pouvoir dire que faire différemment, c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit peu Nouveau Récit. Et ce que j'ai envie d'aborder ici. Et donc je suis vraiment très content de t'avoir à ce micro, Magali Paya. On va commencer par le classique, qui est ta présentation. Qui es-tu, Magali? Est-ce que tu peux nous présenter? Tu le fais comme tu veux. Moi, j'aime bien quand on commence par un prisme lié à l'enfance. Ouf. Mais évidemment, on va vouloir ton CV et puis tous tes souvenirs d'enfant. Wow, alors attends, je commence par raconter quoi là? Qui suis-je? J'ai fondé 2 structures qui s'appellent Imagine 2050 et On est prêt. Donc On est prêt, mouvement activiste. Imagine 2050, société, production à impact et accompagnement de leaders culturels pour incarner ce nouveau monde. On va faire un zoom après, j'imagine, sur chacune des 2. Mais donc là, tu voudrais que je commence par mon enfance, c'est ça? Ouais, moi, j'aimerais connaître Magali. Wow. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière la personnalité que l'on peut découvrir dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais on se révèle pas du jour au lendemain. D'accord avec moi. Il y a souvent des relents liés à l'enfance, à notre parcours. Donc c'est aussi ça, en fait, que j'ai envie de découvrir. Et alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on me dit souvent, non mais Fouad, tu commences trop lentement. Tu passes trop de temps avec la présentation. En plus, quand tu présentes tes invités, ce qu'ils font véritablement vient assez tardivement. C'est l'avantage d'avoir des podcasts conversationnels au long cours. C'est qu'on a le temps. Et encore une fois, moi, je pense que c'est véritablement, c'est assez fondamental dans la manière dont on se construit. Souvent, on dit relier les points. Moi, j'aime bien ça, relier les points. Et on se rend compte que ce que l'on fait là, d'ailleurs, je sais pas si ça se fait, mais t'as quel âge? J'ai 38. 38. Mais j'ai peut-être l'impression que ce que tu fais à 38 ans prend plus de sens, évidemment, aujourd'hui qu'hier. Et malgré tout, ce que tu faisais hier t'a amené là où tu es. Tiens. Donc, relier les points de son propre parcours, je pense que c'est important. Et de se dire qu'une personne qui aujourd'hui ne fait pas forcément ce qui lui plaît, ce qui lui plairait, n'est pas une activité ou un moment vain. Tu vois, il y a un moment, en fait, on sera totalement aligné, on sera totalement à sa place. Donc, comment toi, tu as réussi à être totalement à ta place? Donc ça, c'est ton parcours. Et évidemment, comment tu l'exprimes et ce que tu fais au quotidien et le rôle que tu t'es assigné en mission de vie à travers ces 2 organisations. Donc, on le répète, Imagine 2050 et On est prêt. Ok, ça fait beaucoup de choses. Donc, ma mission de vie, je me suis interrogée là-dessus avec l'Institut des futurs souhaitables, Martin Serralta, qui est un fan de la raison d'être. Et ce que je peux dire publiquement, c'est que j'accompagne cette métamorphose du monde via les nouveaux récits et l'activisme. Et en fait, je pense que les graines, elles ont été plantées très tôt, voire même avant ma naissance. En fait, je me suis rendu compte assez tardivement des héritages que j'avais reçus de la part de mes parents ou de mes grands-parents. Et mine de rien, j'ai l'impression d'avoir un parcours assez cohérent
qui m'a amenée à animer ces écosystèmes, à fonder et animer ces écosystèmes. Parmi les héritages là, que je mentionne, j'ai eu un père très activiste dans les années 70, principalement activiste sur les sujets de mouvement de libération de la femme, droits des homosexuels et l'écologie. Et lui était très très proche de Françoise d'Aubonne. Françoise d'Aubonne, qu'on déterre aujourd'hui, puisque c'est celle qui a inventé le terme d'écoféminisme en 1974, quand elle a écrit Le féminisme ou la mort. Et donc, ils ont beaucoup milité ensemble. Et Françoise, je l'ai beaucoup connue. En fait, elle est morte quand j'avais 20 ans et j'étais une des personnes qu'elle voyait le plus avant sa mort. Et elle m'a dédié, avec ses enfants, son testament politique et philosophique qu'elle m'a demandé de publier à l'époque. Et quand quelle année ? C'était 2005. Ouais. Et quand j'ai lu... Ça, c'est une responsabilité énorme. Ouais, non, ça me faisait pas forcément très peur. Mais... Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai fait dans la foulée. Ouais, elle m'avait demandé de rééditer. T'as évité de réfléchir à ça, quoi. Comment ? T'as évité un peu de réfléchir aux conséquences ou à... Je suis un peu tête brûlée, moi, tu sais. Voilà, je suis beaucoup dans le faire et je me pose pas un milliard de questions sur est-ce que ça va être difficile ou pas. D'accord. Donc, je pense que c'est une de mes forces, mais qui fait aussi que je me fous dans des pétrins pas possibles par moment. Et ouais, elle m'avait demandé de rééditer mon amie Castor, Simone de Beauvoir, parce qu'elle avait été proche de Simone de Beauvoir, et ce testament. Donc, je m'étais débrouillée pour faire rééditer les deux. Et en fait, dans ce testament, elle parlait déjà des nouveaux récits. Et ça, c'est quand je l'ai relu il y a 2 ans que j'en ai pris conscience, tu vois. Sachant que moi, je l'avais pas beaucoup lu, Françoise d'Aubonne, et j'étais arrivée aux mêmes conclusions sans l'avoir lu, à savoir que y a quelque chose de fondamentalement similaire dans l'écologie, le féminisme, la décolonialisation, à savoir qu'il y a un problème de rapport au monde, un problème de domination, un problème d'hubris, et qu'en fait, tout ça a cette même racine. Donc l'enjeu, c'est vraiment de venir travailler à la racine et de détricoter cet ancien monde patriarcal, quoi, et de domination. Absolument. Donc Françoise a été une influence que je redécouvre jour après jour. C'est bien parce que d'ailleurs, je me permets cette parenthèse-là, mais souviens-toi de ce que tu viens de dire. C'était un podcast, c'était un épisode que j'ai enregistré avec Simon Letourneau. Je ne sais pas si tu vois, d'une société qui s'appelle Carbo. Ah oui. Ouais, sur la mesure de l'impact carbone. Et sans mettre ces mots-là et sans citer ces références, c'est vrai qu'on voit que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus mis sur le devant de la table. Évidemment, on se souvient tous de Sandrine Rousseau, qui aujourd'hui en est un porte-étendard. Mais je pense malgré tout qu'on a du mal à en donner une véritable définition. Ce que je trouve intéressant, là, c'est justement que tu puisses le faire, tout comme donner ta propre définition des nouveaux récits. Waouh. Le chantier est vaste. Le chantier est vaste, ouais. Je ne sais pas si je serais très bonne à donner une définition de l'écoféminisme. Je voudrais dire ce que ça n'est pas. Ça n'est pas essentialiste. Parfois, on a dit que Françoise d'Aubonne était essentialiste. C'est faux. D'ailleurs, elle a fait beaucoup d'études sur les femmes avant le patriarcat. Elle a mis en évidence beaucoup de sociétés matriarcales. Et dans l'écoféminisme, en fait, ce qu'elle porte, c'est vraiment cette pensée que j'expliquais au préalable, à savoir que le problème est un problème radical dans le sens où c'est le système patriarcal qui cause la soumission de la femme comme la soumission de la nature, mais pas seulement, aussi la soumission des plus vulnérables comme les enfants, les animaux, les plus pauvres, les pays en voie de développement, etc. Donc en fait, cet étendard écoféminisme est bien plus large que l'écologie et que le féminisme. Parce que ça se rapporte tout entièrement à la place de la nature et à la place et au rôle des êtres humains, les uns par rapport aux autres, et qu'il n'y a pas de segmentation ni de superposition quant ni aux espèces, ni au genre, ou à l'expression du genre, ni d'ailleurs aux humains par rapport à la nature. Oui, en fait, je pense que le mot-clé, c'est domination. C'est vraiment, et hubris, c'est vraiment venir bousculer, en fait, ces deux attitudes intrinsèques qui existent chez tout Français. Je pense que, voilà, ne serait-ce que d'être né en France et d'avoir gagné à la loterie, et on fait partie
d'une minorité mondiale qui, quelque part, domine sans le savoir. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de nos privilèges de Français blancs. C'est vrai qu'on est toujours le dominant ou le dominé de quelqu'un ou de quelque chose. Et probablement, en fait, que c'est la difficulté pour un certain nombre de personnes de se dire « Ah oui, bah attends, mais en fait, moi, je suis pas concerné par tout ça parce que, justement... d'une certaine mesure et par un certain nombre de facteurs ou d'éléments de ma vie, je me fais moi-même dominer. Donc, j'ai pas envie non plus d'avoir un pied à des injonctions. Alors, je dis injonction, je sais pertinemment en fait que ça n'est pas le terme, mais c'est souvent celui qui est employé pour se dédouaner de ses propres responsabilités. Ouais, mais ça, c'est un jeu super malsain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à se lancer la balle et puis ne pas prendre ses propres responsabilités, on rentre dans un système pernicieux. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur la notion d'entraide avec Pablo Servigne, notamment... Bon, je fais une digression, désolée. Non, mais c'est fait de digression cet épisode, cette émission. Voilà. Ouais. Comment préparer les populations à l'entraide partant de catastrophes? C'est le sujet de ce sur quoi on bosse. Et les liens sociaux sont super importants avant, pendant et après la catastrophe, mais c'est important notamment de les travailler au maximum tant que tout va bien. Et ce qui apparaît, c'est que dans un groupe, quand il y en a un qui commence à tricher, ça fout vraiment le dawa dans l'ensemble du groupe et qu'il y a vraiment nécessité en fait à proscrire ce type de comportement en instaurant une punition qui soit juste, pas exagérée, abusive, mais quelque chose qui permette de restaurer une atmosphère de confiance. Ouais. Donc, je pense que dans notre société capitalistique, justement, on est trop rentré dans ces logiques de compétition, de méfiance, et qu'il y a un véritable enjeu à renverser ce type de valeurs. Et c'est totalement possible de vivre dans des sociétés qui vivent beaucoup plus sainement. Enfin, je veux dire, il y a plein d'endroits en France où les personnes, que ce soit dans des villages, des écolieux, des villes, arrivent à vivre de manière plutôt apaisée, ouais. Ouais. Alors justement, si on reprend et si on retricote un petit peu la mission que l'on t'a confiée avec ce manifeste, tu nous as dit que tu as un peu récupéré ça, oui. Que tu te l'es réapproprié. Est-ce que ça a eu un impact dans ton quotidien, dans tes actions? Comment ça s'est formalisé, transformé? Comment ça s'est À l'époque, je m'en suis pas du tout rendu compte. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai lu, je l'ai reçu, je l'ai publié, mais j'ai pas eu l'impression de l'intégrer dans mon quotidien à l'époque. Mais en fait, c'est quand même à peu près à la même époque, c'est-à-dire vers mes 18-20 ans, que j'élaborais en fait cette intuition qu'il y avait un lien entre le cours de l'histoire et la culture, le soft power, et plus particulièrement le cinéma qui m'intéressait à l'époque. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un dialogue très fort entre ces deux mondes, que c'était en synergie. Et très tôt, j'ai voulu être productrice de cinéma à impact. C'est quoi très tôt? Ouais, à l'époque, ça n'existait pas du tout. Il y avait juste le bouquin de Marc Ferrero, Cinéma et Histoire. Et donc, je me rappelle que j'en parlais, alors même que j'étais stagiaire à mes premiers boss chez Thelma Film, David Poirot. Et on avait ces discussions. Et c'est vraiment 2004-2005, tu vois. Et progressivement, en fait, j'ai, via des rencontres, eu de la chance, puisque j'ai rencontré Christian de Boisredon et Nicolas Jourdier en 2006, qui étaient entrepreneurs sociaux. Christian de Boisredon avait monté Reporter d'espoir sur le journalisme de solutions. D'accord. Nicolas Jourdier avait monté beaucoup de boîtes dans l'ESS. Et ils m'ont proposé de participer avec eux à un film sur la vie du professeur Younous. Ah oui. Un film de fiction, sachant que voilà, ouais. C'était avant qu'il ait le prix Nobel de la paix. Ouais. Donc, il est devenu prix Nobel parce qu'il a inventé ou il a mis en place une banque de microdons. Hein, je crois que c'est microcrédit. Ça. Microcrédit. Ouais. Il est surnommé le banquier des pauvres. Oui, c'est ça. Et il a eu le prix Nobel de la paix et pas d'économie. Ouais. Parce que le fait d'éradiquer la pauvreté, ça permet aussi d'éradiquer la violence. Ouais. Voilà. Donc, quand je les ai rencontrés, ils m'ont proposé de participer à ce projet avec eux. Et c'est là que j'ai découvert, via ce projet, une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Participant Media, qui a été fondée en 2004 et qui est la première société de production à impact, avec pour tagline des histoires qui changent le monde. Et donc là, j'ai pu mettre des mots en fait sur ce que je voulais faire, et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le cinéma d'engagement. À l'époque, j'appelais ça le cinéma d'engagement. Voilà. Ouais.
Mais sur le moment, je me suis pas rendu compte que ça venait de Françoise. Ouais. Tu vois, t'as pas fait le lien tout de suite. Non. C'est marrant, hein, comment les choses nous façonnent sans qu'on s'en rende compte. Ah bah oui, le pouvoir de l'inconscient est monstrueux. Ouais. Alors continue. Tu me demandais mes héritages. J'ai aussi eu un héritage très fort de ma mère et de ma grand-mère maternelle. Ouais. Elles viennent d'Ukraine. Ma grand-mère a été déportée ukrainienne pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis elle a eu une vie de résistante quand elle était déportée, travailleuse obligatoire en Allemagne. Et travail obligatoire, pardon. Et quand j'étais petite, j'ai été abreuvée par toutes ces histoires à elle sur la Seconde Guerre mondiale, la résistance, tout ça. Et je me souviens, quand j'étais en primaire, je disais qu'elle était très érotique. Voilà, parce que j'étais un peu dyslexique, voilà, t'as compris, merci. Et enfin voilà, c'était vraiment la figure de la femme forte, très chaleureuse, qui avait tout le temps du monde à la maison et qui était une super conteuse, quoi. Ouais. Et ma mère, elle... on peut parler de l'érotisme de la résistance aussi. Hein. Ah oui. Ah mais parlons-en, tiens, la joie militante, l'érotisme dans l'action, bref. Faut créer des liens. Hein. Non mais reconnecter avec les roses, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on doit réussir à faire. Ouais. Bref, on y reviendra tout à l'heure si tu veux. Et donc ma mère était prof à la maternelle, et elle, ce qu'elle m'a énormément transmis, c'est le contact au vivant. Parce qu'avec elle... je me souviens qu'on faisait des élevages de coccinelles, de têtards, d'escargots, et c'était un énorme kiff. Ouais. Voilà. Et tu vois, mais c'est là aussi, c'est marrant. Moi, je vois la manière dont on se dépossède de notre lien à la nature, aux choses simples, et qu'on se connecte, où on crée malheureusement des liens, où on donne une importance à des choses, je dirais pas futiles, mais en tout cas, en fait, qui manquent de sens. Une référence qui est assez importante pour moi, c'est Le Petit Prince. Évidemment, quand Le Petit Prince dit que les adultes ne s'intéressent qu'aux choses chiffrées, et que quand une petite fille ou un petit garçon vient avec son copain et qu'on lui demande de se présenter, il mesure combien gagnent ses parents, quelle est la superficie de logement en fait de son copain, et puis on lui demande pas la couleur de ses cheveux, s'il est gentil, encore une fois, quelle est sa couleur préférée. Ouais. Et probablement des choses encore vraiment beaucoup plus essentielles. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et ça c'est quelque chose qui m'avait sauté à la figure, pareil, même époque, à mes 18-20 ans. Et à l'époque, je suivais les séminaires d'Elisabeth Roudinesco, qui est psychanalyste, qui avait parlé de la crise de la subjectivité. Et pour moi, c'est exactement ça. C'est ce que tu mentionnes là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au fait de mettre les gens dans des cases, de savoir quelle cible marketing ça va être, ce qu'ils vont voter, etc., plutôt que s'intéresser à l'inquantifiable, à l'incommensurable. Ouais. Ce qui est difficile aussi nous, on est très, très intéressés par la mesure, effectivement, tu l'as dit, par les études quantitatives. Ça dénote encore de notre volonté de tout contrôler. Ouais. Mais ça, c'est complètement illusoire. Et ça, c'est encore une forme de lubris, c'est-à-dire de l'orgueil qu'on a à vouloir contrôler le monde. Et ça, c'est vraiment un héritage de Descartes, puis même de certains aspects du christianisme qui sont terribles. C'est des choses sur lesquelles toi tu as un peu lâché la bride, hein. C'est des choses sur lesquelles tu as soit évolué, soit des choses qui ne t'ont pas touché. Comment tu arrives d'ailleurs, parce que tu gères des organisations, des organismes vivants, mais qui doivent rendre des comptes, qui ont des comptes de résultats, qui ont un bilan, qui ont peut-être, faut faire des budgets aussi pour monter ces prods. Tu vas nous en parler. Tu vas nous dire justement en fait comment t'as poursuivi ce stage et ce mémoire sur les sociétés de production et engagement, tu vois. Mais comment tu fais au quotidien, à la fois pour arbitrer entre ce qui est de l'ordre du chiffre et de l'évaluation et ce qui est de l'ordre du sens et de l'engagement? C'est pas forcément incompatible, parce que le sens et l'engagement sans mesure d'impact, c'est juste du gigotage, j'allais dire. Ouais. C'est du bruit. On a besoin de mettre des indicateurs. C'est du parasitisme. Donc, en fait, dans l'activisme, tu as quand même besoin de réfléchir de manière assez chirurgicale à l'opération à mener pour avoir un effet. Donc, c'est quand même important de vraiment se poser les questions de ce que font les autres, ce que toi, tu peux faire, et puis quel effet tu souhaites avoir. Cet effet, c'est pas forcément quantitatif en termes de nombre de votes ou machin, mais c'est quand même important d'y réfléchir au maximum. En revanche, je trouve ça complètement con aujourd'hui, dans ce système si mouvant, dans lequel le monde bouge si rapidement. Je trouve ça complètement con de faire des business plans à 5 ans, par exemple. Ouais, je suis d'accord.
Donc, tu fais comment? Tu fais des business plans annuels, trimestriels, semestriels? Oui, non, mais en fait, moi, je trouve ça aussi complètement absurde de absolument vouloir grandir quand l'organisation n'a pas besoin de grandir. Ouais. En fait, ce truc de la croissance infinie, enfin voilà, le Petit Prince, il habite sur une planète qui est une planète petite, finie, avec un certain nombre de ressources. Bah, pour nous, c'est pareil, en vrai. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Ouais. Mais c'est la même chose. Donc, à partir du moment où... ce qui n'est pas encore notre cas malheureusement, mais où tu as les ressources suffisantes pour faire ce que tu as envie de faire, il n'y a plus besoin de croître à l'infini. Et donc, la manière dont on procède, c'est d'estimer quels sont nos besoins sur une année, c'est-à-dire l'équipe dont on a besoin, et puis de financer ce besoin-là. Ouais. Et ce besoin, sur On est prêt, il est assez stable. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher à chaque fois plus. Alors après, la question de savoir si on va chercher plus ou pas, c'est de savoir là où on place justement les objectifs d'impact. Ouais. Est-ce qu'on a envie de l'avoir au niveau de sa commune? Est-ce qu'on a envie de l'avoir au niveau de son pays? Est-ce qu'on a envie d'étendre la mission à l'Europe et au monde? Et évidemment, entre aller chercher, je sais pas, en fait, 1 million de personnes à Paris ou 3 milliards, c'est aussi des questions de moyens et là où on estime en fait avoir, encore une fois, le plus grand impact. Oui, et à la fois, il ne faut pas que ce soit décourageant. C'est-à-dire que là, les personnes qui nous écoutent peuvent se dire moi, j'aurais jamais l'impact de faire bouger 3 millions de personnes, donc je vais rien faire. Ouais. Ça, tu leur dis quoi? C'est tellement dommage. Ouais. En fait, chacun a le pouvoir de se changer soi-même. Et de se changer soi-même, ça peut énormément inspirer les personnes autour de soi. Et moi, je crois énormément à l'effet domino, ou l'effet tache d'encre, si tu veux. Donc... faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir qu'on peut avoir de faire switcher des personnes sur le fait de devenir végétarien ou le fait de monter un comité dans son lycée pour faire bouger la cantine de l'école ou le fait dans sa boîte de commencer à monter un collectif de salariés qui va prendre à bras-le-corps ces sujets de justice sociale et d'environnement. Donc c'est vraiment important que chacun commence là où il est et puis par des petites victoires progressives en fait en inspire d'autres. Mais il faut déjà obtenir des petites victoires vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son entourage. Je suis vraiment très content que tu abordes ce sujet-là parce qu'il est essentiel. Il est essentiel de notre quotidien. Comment faire, encore une fois, pour mobiliser, c'est ton sujet. Avant de te demander les conseils ou les petites recettes ou les tips pour, dire aux gens, engagez-vous, allez-y, juste commencez. Et vous verrez, ça produira des effets. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était un TED d'Eric Siever. Je ne sais pas si tu vois. Non. Il fait vraiment, le truc était 3 minutes, c'était millimétré, et puis il a tout illustré à travers une vidéo exceptionnelle d'un gars, probablement à un festival. Ah oui, je me souviens. Qui se met à danser tout seul. Ouais. Mais vraiment, tout le monde le regardait en disant, mais c'est qui ce fou? Il y a un autre gars qui vient et qui danse avec lui, mais de manière tout à fait libérée. Derek Siever dit, vous voyez, bon, il y en a un qui a initié le truc, il a pris quand même un peu ses bosses, mais au final, il s'est comporté comme un leader, mais probablement que celui qui a permis de lancer le mouvement, c'était pas le premier. Ouais, c'était le deuxième. C'était le deuxième. Le bon suiveur. Ouais, le bon suiveur. Et puis après, donc c'était une vidéo amateur. Et là, tu vois, mais vraiment, toutes les personnes qui étaient posées au sol sur l'herbe, ça a commencé à s'aggluter et tout le monde est venu danser avec eux. Ouais. Tout le monde. C'était vraiment magnifique. Et on voit, voilà, encore une fois, la puissance finalement d'entraînement que l'on peut avoir en commençant seul, même dans son coin, et laisser faire le temps. Bah oui, c'est ça. Et On est prêt, c'était ça aussi quelque part, parce que On est prêt. Alors dis-nous ce que c'est, On est prêt. C'est un mouvement de... Malheureusement, tout le monde ne le sait pas encore. Mobilisation citoyenne, qui s'intéresse principalement à la jeunesse, mais pas que. Et qui l'invite à se mobiliser pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale. On s'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate Raworth, qui prend en compte aussi bien les 9 limites planétaires à l'extérieur du donut que la justice sociale, donc le plancher social nécessaire pour vivre dignement, ça c'est l'intérieur du donut. Donc l'objectif, c'est de construire un monde qui respecte tout ça, donc de vivre à l'intérieur, dans la chair du donut, quoi. Et on est d'accord de rappeler que dans ces limites planétaires, on ne va pas tous les citer, je mettrai un lien, mais... le carbone, le CO2, n'est qu'une limite parmi les autres. Oui, le climat, le dérèglement climatique est une limite, une des 6 limites franchies sur les 9, sachant que les autres sont peut-être aussi franchies, mais on manque de données, certaines. Et c'est pas celle qui est le plus dans le rouge.
L'effondrement de la biodiversité est beaucoup plus dans le rouge. Parmi les autres limites franchies, il y a le cycle de l'eau, il y a les pollutions, l'acidification de l'océan, et tout ça est en synergie. Donc si on résout le problème du climat, on est quand même foutu. Si on règle pas le reste, et notamment qu'on arrive à mettre en place une société où on ne pollue plus, sans déchets, où on ne détruit plus le vivant, quoi. Ouais. Donc théorie du donut, pensée systémique, méga importante. Et on est prêt, donc c'est un mouvement que j'ai lancé en 2018 avec une première campagne qui a mobilisé des influenceurs. Et j'y pensais parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé à aller les voir un par un, puis un jour j'en ai réuni 15 chez moi, puis un mois plus tard ils étaient 30, puis passe l'été 2018 et à la rentrée ils étaient 70 et à la fin de la campagne ils étaient 130. Ouais. Donc tu vois, à commencer petit. On peut finir très gros. Est-ce que tu avais des objectifs de devenir très gros ou est-ce que tu dis je vais quand même prendre les choses les unes après les autres? Et qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour te lancer dedans, pour envoyer le premier message à ce premier influenceur? Alors cette campagne, ce lancement, j'avais pas d'objectif quantitatif. Ce que je voulais, c'était avoir un impact. C'est en construisant cette campagne en juin-juillet 2018 que j'ai rencontré Marie Toussaint, parce que je cherchais le call to action final de la campagne. Donc en fait, toute la campagne, c'est une campagne un peu ludique de se changer au niveau de ses propres habitudes. Donc c'était agir pour le climat, un défi par jour pendant 30 jours, plus un défi à suivre pendant tout le mois, par exemple ne plus manger de viande, être zéro déchet, etc. Et l'enjeu, c'était de proposer un gros défi final. En juillet 2018, je rencontre Marie Toussaint de Notre Affaire à tous, qui avait cette idée depuis plusieurs années d'attaquer l'État en justice pour inaction climatique. C'est comme ça, en fait, de cette rencontre qu'est née l'affaire du siècle, parce que Marie est allée chercher les 3 autres ONG, Greenpeace, FNH, Oxfam, en plus de Notre Affaire à tous, qui ont construit tout le dossier juridique. Ouais. Et donc moi, je me suis focalisée sur le fait de rassembler ces influenceurs et de les mobiliser autour de la pétition de décembre 2018. D'accord. Ouais, voilà, je suis en train de trifouiller plein de petits boutons, parce qu'en fait, tu parles assez loin. Pardon, alors attends, je me rapproche. J'ai pas envie de t'afficher devant tout le monde, mais ça y est, je l'ai fait. Allez. Tu couperas un montage ou pas? Il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage. Si, d'ailleurs, un petit big up à Antoine qui travaille avec moi sur... Big up à Antoine. Big up à Antoine, ouais, je lui rends pas la vie facile. Non, et alors, donc, l'objectif de la campagne... Il n'y avait pas d'objectif chiffré, en fait. L'objectif, c'était principalement de... Ah, tu vois, ce petit biais, l'objectif... Il n'y avait pas chiffré, mais il y avait un autre objectif qui était de faire bouger la norme, de montrer que l'écologie était sexy, donc de passer par ces ambassadeurs qui n'avaient pour la plupart jamais parlé d'écologie, et donc de... rendre l'écologie sexy par leur prisme, de montrer que ça pouvait être ludique, de montrer que ça pouvait être très excitant, de montrer que ça pouvait être un projet collectif enthousiasmant. Et comment on rend l'écologie sexy? Comme on l'a fait pendant cette campagne, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé un FOMO. Il y a plein d'influenceurs qui ont participé d'eux-mêmes sans qu'on aille les chercher, parce qu'ils étaient déjà tellement nombreux, ils étaient 70 au lancement, plus il y avait un aspect ludique dans la manière dont on parlait des choses. Sans occulter la gravité, on arrivait à trouver un bon équilibre. Et le fait que des influenceurs proposent ça à leur communauté, ils ont quand même, comme le mot influenceur l'indique, une influence sur des centaines de milliers, voire des millions de jeunes. Et donc, en tant que rôle modèle, ils ont cette responsabilité qu'on leur a rappelée. Je sais que tu as plein de choses à rajouter, mais est-ce qu'on ne touche pas là le nœud du problème? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de courants qui s'affrontent dans le combat impérieux que l'on a pour préserver le climat, la biodiversité de notre planète. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 écoles un petit peu qui se battent entre, d'un côté, ceux qui veulent rendre ces sujets-là et l'écologie désirable, et de l'autre côté, qui disent... montrer en quoi elle est désirable. Pas la rendre, mais montrer en quoi elle l'est déjà. Absolument. Et puis d'autres qui expliquent que si on ne montre pas qu'il y a le feu au lac, eh bien, on ne permettra jamais aux citoyens et aux gens de prendre conscience de l'état dans lequel, l'état presque d'effondrement dans lequel on est. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a d'un côté comment on fait pour, tu l'as dit, montrer en quoi ça peut être désirable, et de l'autre côté d'initier et d'alimenter un peu la peur. C'est les deux. En fait, c'est pas forcément l'alimenter, c'est... Quand tu exposes la situation d'un point de vue très objectif, c'est flippant. Et c'est normal de flipper. Et c'est sain,
en fait, de flipper aussi. Donc, faut arrêter d'ostraciser la peur, d'en faire un tabou énorme. Et d'ailleurs, on a fait une campagne avec On est prêt qui s'appelle Tu flippes. Prendre soin de soi pour prendre soin du monde. On explique que c'est complètement normal de flipper étant donné la gravité de la situation, étant donné l'inaction des décideurs à la hauteur des enjeux, étant donné la répression de ceux qui agissent, et d'expliquer qu'en fait, on n'est pas seul à flipper, on est des millions, et que l'enjeu, c'est de transformer cette émotion en action. Voilà. D'accord. Et donc, on a lancé un programme d'accompagnement de 14 jours pour prendre soin de soi, voir comment se reconnecter à la nature, se reconnecter aux autres, machin, et surtout à l'action juste pour soi-même. Donc, de trouver l'action qui nous permet de nous régénérer et d'être dans la joie. Et ça, c'est primordial, en fait, de mêler écologie intérieure et extérieure. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que on va essayer de prendre une image un petit peu vraiment très simpliste. C'est très anxiogène de prendre son vélo à Paris ou dans les métropoles parce que l'accident est partout. Néanmoins, je serais quand même beaucoup plus rassuré de circuler à vélo si j'ai un gant et des casques et un casque. Ouais. Donc, je me protège de l'accident et de la chute parce que si d'aventure je me fais renverser, évidemment, ça protège pas de tout. Ouais. Mais malgré tout, ça peut probablement protéger de la mort. Est-ce que c'est ce qu'il faut essayer de faire avec ces sujets environnementaux et climatiques en se disant, si on ne trouve pas les solutions, effectivement, ça va être d'abord extrêmement anxiogène et on risque de mourir parce que finalement, c'est vraiment une question d'extinction même de l'espèce humaine à terme ou pas. Je ne sais pas, je t'interroge. Si. Personne ne peut tout prédire, mais c'est quand même on parle de 6e extinction de masse. Ouais. C'est plutôt la tendance vers laquelle on s'oriente. Et donc, c'est de dire quel est le casque que l'on propose, quelles sont les protections que l'on peut mettre pour à la fois éviter cette extinction et éviter en fait que le pire n'arrive, et puis pour soulager un peu les consciences et faire en sorte que l'on vive un petit peu plus en paix au quotidien. Il y a plusieurs choses. Juste pour terminer sur ce sujet de la peur, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de l'accueillir, d'écouter ce qu'elle a à nous dire, afin aussi qu'elle ne nous submerge pas, parce que si elle prend toute la place, elle se transforme en panique qui nous rend manipulables. Et donc ça fait le lit du conspirationnisme, du confusionnisme, etc. Donc l'enjeu, c'est vraiment de la réguler, cette peur, et de rester en capacité de réfléchir. Super intéressant. Et donc à partir de là, c'est de se dire, c'est normal d'avoir peur, puisqu'il y a une menace existentielle, qui est notre mode de vie collectif. Et donc, en fait, tout l'enjeu, ça va être de construire une nouvelle manière de faire société ensemble, donc d'avoir un projet de société, d'avoir un projet collectif. D'où l'importance des nouveaux récits, parce que vers quoi on va, quel est l'objectif commun, et une fois qu'on a plus ou moins cet objectif, c'est comment on le fait advenir dès aujourd'hui. Cet objectif, on le connaît. C'est de mettre en place une société qui soit plus respectueuse du vivant, des liens, donc une société de liens plutôt qu'une société de biens, une société d'être plutôt qu'une société de paraître et de l'avoir, et une société dans laquelle on pourrait être plus heureux. Je parle pas de plaisir compulsif. Donc en fait, il y a une interrogation, une réflexion à mener, une réflexion collective sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Il y a des études qui ont été faites par Harvard, tout ça, sur le fait que ce qui nous rend vraiment heureux, par un moment de mourir, c'est pas d'avoir contribué au PIB, c'est vraiment d'avoir passé des moments de qualité avec les gens qu'on aime. Donc c'est d'avoir eu des relations de qualité. L'enjeu, c'est de rendre has-been les valeurs de la consommation. C'est pas la consommation qui nous rend heureuse, encore une fois. De venir réinterroger la notion de réussite personnelle. Qu'est-ce que c'est la réussite sociale ? Et arrêter d'être dans cette forme de mimétisme moutonnier, en se disant ça va être gagner temps, avoir ma maison, nos 2 voitures, les 2 chiens. Il y a d'autres modèles, en fait. Il y a d'autres modèles qui sont possibles. Et arrêter aussi de se dire qu'on va revenir en arrière. L'enjeu, c'est de progresser. Justement, de progresser, mais progresser le progrès, il n'est pas matériel. Non, et le progrès, il est pas du tout matériel. C'est Éloi Laurent, qui est économiste, que j'adore, qui met très bien en évidence que depuis la Seconde Guerre mondiale, au début, il y a eu effectivement corrélation entre augmentation du PIB et puis de l'indice de santé
de longévité en bonne santé, pardon, et qu'en fait, là, il y a une décorrélation depuis quelques années. C'est-à-dire que le PIB peut augmenter, mais en fait, ça s'effondre en termes de longévité en bonne santé. Et donc, lui va proposer une société du bien-être. Donc, ça intègre la santé physique, et la santé physique est très liée aussi à la santé des liens qu'on peut avoir avec les autres humains, mais aussi les autres manières d'être vivant. Donc, réinterroger la notion de bonheur, c'est primordial. Je disais, progresser, pour moi, ça va dans le sens aussi de mieux comprendre le vivant. En fait, là où il y a un boulevard où on peut justement s'appuyer sur toutes les technologies scientifiques qu'on a à date, c'est cette capacité à mieux comprendre comment fonctionne le monde vivant pour retrouver une forme d'harmonie avec tout ça. Et pas de se baser uniquement sur ses intuitions, mais comme on le découvre récemment, de comprendre le langage des champignons. Ils ont un vocabulaire qu'on a quantifié à ce jour à au moins 50 mots. Il y a plein de choses qui sont fascinantes. Merveilleuses. Et dont on peut s'inspirer pour tous les aspects de notre vie. Plusieurs questions. Parce que vraiment, on est au cœur du sujet. Mais déjà, est-ce que tu crois que le rattrapage des différents pays qui vivent, pour une grande majorité, dans l'extrême pauvreté, sera plus facile à résorber si on atteint ces nouveaux modèles de société, parce qu'on partirait du principe qu'il y aurait une meilleure répartition aussi de la manière et de consommer et de produire. Et la seconde chose, pour revenir aussi un petit peu à l'exemple que je te donnais, c'était que au final, il y a une double anxiété qui est nourrie, c'est à la fois celle effectivement de la situation climatique, environnementale dans laquelle on est, et celle du changement de paradigme du modèle de société que l'on devrait dessiner dans un environnement extrêmement individualiste, où les individus, les personnes, les consommateurs ont plutôt tendance à dire « laissez-moi décider pour moi », sans considérer l'environnement social dans lequel ils sont, et que les leviers pour y parvenir sont assez vertigineux. Et en considérant, c'est quelque chose que je rappelle aussi assez régulièrement, c'est vertigineux parce que pour atteindre les fameux objectifs de non-augmentation de la température à 2050, la diminution de sa consommation carbone est gigantesque. On est à entre, on va dire, 10 et 12 tonnes en moyenne par individu, on doit atteindre les deux. Donc, ça signifie faire pas simplement des choix drastiques, mais prendre des décisions vraiment phénoménales et qui bouleversent totalement la manière dont on vit au quotidien. Donc, l'effort d'acceptation et même la façon dont on se projette, c'est extrêmement difficile. Comment dessiner justement cette nouvelle vie radicalement différente et qu'on ne peut même pas aujourd'hui toucher du doigt, tellement elle est déconnectée de la façon, encore une fois, dont on vit aujourd'hui. Ouais. Déjà, pour la France, c'est pas impossible d'être à 2 tonnes. Hein. Julien Vidal, ça commence par moi, c'est quelqu'un de très heureux, qui rayonne par une forme d'exemplarité simple et joyeuse. Donc, c'est pas impossible de l'être en France. Après, il faut quand même se dire que ça devrait être au niveau des structures, politiques, économiques, que le changement s'opère. Parce que tu vois, par exemple, excuse-moi, mais il y a quelques références scientifiques, notamment un qui prend beaucoup la parole, Jean-Marc Jancovici, qui disait dans une émission de France Inter ou France Info, je sais plus, qu'en gros, pour y parvenir, évidemment, les efforts étaient cumulatifs. Oui. Et que le premier effet ou l'une des premières décisions à prendre, à titre d'exemple, on l'avait expérimenté, mais c'était évidemment celle du confinement pendant la Covid. Et que l'année suivante, si on devait prendre une nouvelle décision pour atteindre nos objectifs, il fallait être dans une situation liée au confinement et arrêter complètement le trafic aérien. Et que pour la 3e année, il n'avait pas trop d'idées, tout de même, pour y parvenir. Mais, encore une fois, est-ce que collectivement et en société, ce sont des choses qui sont admissibles, de toute façon qui seront manifestement inévitables,
et comment on fait pour imaginer des choses dont un certain nombre de scientifiques peinent eux-mêmes à trouver les ressorts d'acceptation et puis d'eux-mêmes les solutions. Tu vois. Sur les ressorts d'acceptation, ce qu'on avait vu à l'époque de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que la démocratie délibérative, ça marche très très bien. Donc, on avait participé avec On est prêt à... Je veux bien que tu resitues un peu le truc. Cette Convention citoyenne pour le climat, donc 2019, c'était né justement dans la foulée de l'affaire du siècle, au moment où le Premier ministre avait dit on fait déjà ce qu'on peut. Quand on essaye de mettre en place des lois environnementales, on a les gilets jaunes dans la rue, donc on est coincé. Il y a deux France qui s'opposent. Ouais. Donc avec Cyril Dion, Mathilde Imer, Priscilla Ludowski, à l'époque, on s'était dit on peut pas laisser dire des choses pareilles. En fait, les gilets jaunes ne sont pas écolos pour la majorité d'entre eux. Le problème, c'est vraiment un problème de social-écologiste, c'est-à-dire que là, on a... La justice sociale dont tu parlais. Voilà. Parce qu'un gilet jaune, en vérité, quand on rajoute une taxe sur le carburant, quand il habite en pleine campagne française et qu'il doit faire 50 km aller, 50 km retour pour aller au travail, le problème, c'est pas sa consommation de carburant, quoi. Lui, il aimerait bien travailler à côté, avoir un bon salaire et puis acheter une voiture électrique ou faire son truc à vélo, quoi. Lui, c'est une obligation sociale, voire vitale. Ouais. Bon, bref, on avait mis en place plusieurs typologies d'actions. Mathilde avait lancé les Gilets citoyens avec Priscilla. Avec Cyril, Mathilde négociait la Convention citoyenne. Je passe les détails parce que ça risquerait d'être long. Et donc, au final, le gouvernement a mis en place cette convention qui consistait en 150 citoyens tirés au sort, 150 citoyens représentatifs de la France, qu'on invitait au CESE, au Conseil environnemental et social économique. La question qu'on leur posait, c'était comment réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et donc, ces citoyens, en interviewant des experts, des chefs d'entreprise, des politiques, etc., ont réussi à mettre en place un corpus de mesures méga ambitieux et très intelligent, qui allait bien au-delà de ce que la plupart des experts avaient fait. Et la force de ce processus démocratique, c'est qu'on a des citoyens qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec ce qu'ils vont produire, contrairement à la plupart des politiques, qui savent que c'est une mission ponctuelle qui leur est donnée, donc ils ne pensent pas à le coup carrière d'après, quoi, et qui arrivent surtout à intégrer une pensée transverse. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques ont une pensée très cloisonnée. Eh bien, eux ont justement réussi à intégrer la complexité et à la restituer dans les propositions. Et la véritable victoire de cette convention, ça n'a pas été le projet de loi qui a abouti, qui a été un projet de loi très déceptif. Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse démocratique. Mais le succès de ce processus, ça a été vraiment sa capacité à redynamiser le processus démocratique. Et il a été répliqué dans plein de pays et dans plein de territoires. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est dans une crise de la démocratie et je crois profondément que le fait d'impulser ce genre d'initiative peut permettre de renouer du lien, renouer cette discussion qui est nécessaire, de renouer avec la complexité et d'éviter les maladaptations sur les territoires. Et est-ce que tu crois que c'est un modèle vers lequel on est censé ou on devrait s'orienter pour la prise de décision globale et généralisée en France? Oui, complètement. Et ça répond à ce que tu mentionnais tout à l'heure, ce problème d'admissibilité des mesures. Puisque là, c'est les citoyens eux-mêmes qui se rendent compte de la gravité de la situation et qui l'adressent. Comment sont nourris les participants en fait à cette convention, pardon. C'est chaque participant, comme un responsable politique à l'Assemblée nationale, se fait sa propre avis, peut consulter des scientifiques, peut solliciter des avis où ils viennent en fait avec leur propre bagage. En fait, comment ça se passe il y a exactement? Un processus de facilitation qui est super important. Donc de facilitation, c'est-à-dire d'accompagnement. Donc à l'époque, il leur a été proposé de participer à différents groupes. Les groupes, c'était comment se loger, travailler, se déplacer, etc. Donc les différents aspects de la vie quotidienne. Et puis d'eux-mêmes, ils avaient proposé de rajouter un groupe, comment on finance tout ça. Et chaque groupe consultait justement des experts, des parties prenantes, etc. sur leur sujet à eux. D'accord. Voilà. Parce que
On sait que les crises se superposent les unes sur les autres. Oui. Si on a envie de les régler, notamment les questions sociales, environnementales et économiques, parce que tout cela c'est imbriqué, il faut très souvent commencer par la question démocratique. Oui. Le désengagement aujourd'hui des citoyens face aux responsables politiques, et on voit l'abstention permanente, de toute façon, aux élections européennes qui vont avoir lieu d'ici quelques semaines. On espère que les gens vont aller voter. On espère qu'ils vont aller voter, mais on a la quasi-certitude, en fait, que l'abstention sera encore plus importante que la fois précédente. Et ça, c'est malheureux. Donc, dans l'acceptation des décisions, c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus forte si on révise ce mode de fonctionnement. À partir de quand les mouvements citoyens, parce que moi, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un combat qui est mené au quotidien. On a sujet de la démocratie, au sujet de la démocratie, on l'a sur la question climatique et environnementale, on l'a aussi sur la question sociale, on l'a pas sur la question démocratique, alors que j'ai quand même beaucoup plus le sentiment que c'est un peu l'alpha et l'oméga du reste de la résolution des problèmes. Parce que si on résout la problématique démocratique, on aura quand même beaucoup plus de gens qui participeront qui prendront la parole, qui se feront entendre, et évidemment qui seront en mesure d'accepter les directives, les mesures, les lois qui nous permettront d'avancer. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ça prend une autre forme, ça progresse, mais pas sous des aspects militants. C'est-à-dire que il y a ce mouvement des organisations souhaitables, des nouveaux modes de gouvernance, la démocratie ouverte, etc., qui progressent de plus en plus dans plein d'organisations, mais c'est doux. C'est doux. Je pense à la sociocratie ou la cratie. Il fallait un peu plus de radicalité. Non, mais là, je parle du processus qui est doux. Ce qui n'empêche pas que ça peut se mettre en place de manière non activiste, sans trop de bruit, et porter ses fruits pour autant. Donc, tu vois, le mouvement Impact France, pour l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et qui prône ces nouveaux modes de gouvernance. Le mouvement Bigorre. T'es membre au CA d'Impact France, non? Je l'étais, j'étais au précédent bureau. Je suis pas dans le nouveau bureau. Mais tu vois, dans les nouveaux labels Bicorp, c'est aussi quelque chose qui est vachement promu. Mais tu penses que c'est plus soft? Parce que moi, j'ai adhéré à Impact France. D'ailleurs, Simon Letourneau, dont je te parlais, était le représentant d'Impact France et d'ailleurs le représentant d'Impact France pour l'Île-de-France. J'avoue, en fait, que j'ai quand même un peu plus l'impression que Impact France, son organisation, défend les positions de ses présidents, notamment Julia Faure et Pascal Demurger. Là, on le voit actuellement, c'est sur la fast fashion, et c'est des sujets importants. Mais pour une organisation patronale qui a vocation aussi à représenter et à défendre les sociétés qui ont vocation à être des entreprises à impact, et d'ailleurs souvent à attendre à la labellisation Bicorp, j'ai pas l'impression que ces sujets-là soient vraiment mis en avant et défendus et nourris dans le débat. J'ai plutôt l'impression qu'ils s'occupent des sujets de société, ce qui est important encore une fois, mais pas vraiment de la capacité à transformer les entreprises en entreprises responsables et à mission. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce qui est travaillé en interne à l'intérieur du mouvement et ce qui est porté publiquement, qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Mais la transformation des entreprises, elle est portée via l'Impact Score. L'Impact Score qui a vocation à mesurer justement l'entreprise sur ses différents critères de justice sociale, égalité homme-femme, gouvernance, impact environnemental, etc. Donc en fait, il n'y a pas nécessité que ce soit un débat public. Ça se fait justement en adhérant au mouvement. Néanmoins, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une tendance toujours plus forte des entreprises à être plus responsables, à dépasser même les simples politiques ou stratégies RSE, mais à l'incorporer dans leur ADN. D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure avec le mot de raison d'être. Aujourd'hui, les entreprises ont souvent besoin de formaliser leur raison d'être pour ensuite décliner la manière dont ils vont pouvoir avoir l'impact le plus important. C'est pas toutes les entreprises, c'est qu'une minorité aujourd'hui qui est une minorité émergente. On a envie qu'elles prennent encore plus d'ampleur. Donc, comment on incite aussi ces entreprises-là à être ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire des acteurs économiques, et à devenir
des acteurs sociaux? Parce que c'est aussi, toi, vraiment une question que tu te poses pas parce qu'elle était inhérente à ton propre engagement entrepreneurial. Parce que tu l'as dit, une société de production à impact, c'est parce que tu l'as déjà incorporé. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup qui le font pas. En fait, c'est là où il faut de nouveau pas sous-estimer son pouvoir de salarié et de consommateur. On l'a vu avec le manifeste pour un réveil écologique. Pour mes mots, c'était des étudiants qui faisaient passer un entretien inversé aux entreprises en leur demandant justement quelles étaient leurs valeurs, leur raison d'être et tout. Ouais. On l'a vu avec ces mouvements étudiants qui, dans leur discours de fin d'études, décident de déserter, de bifurquer. Il y a de plus en plus de difficultés à recruter des talents pour les entreprises ancien monde qui n'ont pas intégré ces valeurs-là. Et les consommateurs ne doivent pas oublier que leur carte bleue, c'est une manière de voter. Et ça, c'est super important parce qu'il y avait... vraiment, on était sur une pente très ascendante avant le Covid en termes sur le bio, sur le vrac, toutes ces choses-là. Et depuis le Covid, en fait, ça s'est effondré. Et les stratèges de l'écosystème qui sont en lien avec les milieux économiques nous disent qu'en fait, les entreprises qui essayaient de mettre en place ce genre de formules, vrac, bio, etc., locales, de saison, ont régressé aussi parce qu'ils ont plus ces pressions de consommateurs. Ouais. Ou alors les consommateurs ne sont pas en rendez-vous quand ils le proposent. Donc là, et c'est pareil pour les agriculteurs, on a vraiment besoin que les consommateurs fassent jouer leur responsabilité en promouvant qui est éthique pour eux et ce qui correspond à leurs valeurs. Mais qu'est-ce qui les arrête ? Avec le Covid, en fait, ça a été assez complexe. Il y a eu tout un effet pour les familles, la gestion des enfants, du travail, je vais me simplifier la vie, donc je vais commander sur Internet. Je vais plus prendre le temps de aller à cet endroit et cet endroit, mais je vais peut-être faire mes courses dans un grand magasin et je vais tout acheter d'un coup. Il y a eu tellement de charge mentale pour certaines familles que la charge mentale, souvent d'ailleurs portée par les femmes, il y a eu un abandon. Il y a eu un abandon, ouais. Moi, je le vois. Hein. J'en parle suffisamment dans ce podcast. Je suis devenu papa il n'y a pas très longtemps et c'est vrai qu'au début, on est beaucoup faire les petites purées et puis les petites compotes à Ariane à la maison. Donc, on va au marché, on prend les poires et les pommes tout moche, tout pourri, parce qu'on sait qu'on va pouvoir le transformer en compote. Puis on voit que ça prend du temps aussi, et que c'est quand même infiniment plus facile de commander, ou de se le faire livrer, ou d'acheter au supermarché. Même si c'est du bio, il y aura toujours du plastique, parce qu'il faut un contenant. Et puis, c'est vrai que ça nous facilite considérablement la vie, mais ça a un impact. Ça a un impact autrement plus important que d'acheter, de faire bouillir et d'écraser ses pommes ou ses poires pour le donner à sa fille plutôt que... Ouais, mais c'est là où il faut remettre ça au centre. Et en fait, comment on arrive à instaurer des rituels pour remettre ça au centre et faire ça en famille, avec des voisins, dans des quantités qu'on peut partager et distribuer. Comment on rend ça festif. Mais c'est vraiment se rendre compte que ça a un impact direct et qu'en fait, ce nouveau monde vertueux qui était en train d'émerger a besoin de nous pour continuer à naître. Et donc, imagine 2050, c'est une société de production à impact. Ou donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu accompagnes des activistes et des militants dans l'expression de leur message ? Au départ, Imagine 2050, c'était effectivement une société de production vidéo à impact. Donc, sachant que j'ai abandonné le cinéma parce que je trouve qu'on n'a plus le temps de faire du cinéma, donc je fais surtout des vidéos rapides de mobilisation. De l'artivisme. Moi, je suis tombé amoureux, je te coupe, excuse-moi, mais une de tes vidéos avec Camille Etienne, qui s'appelle... Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ouais, c'était magnifique celle-là. Elle était vraiment sublime. Tournée pendant le Covid. C'est vrai ? Premier confinement. Vraiment, je mettrai le lien parce que c'est ce qui m'a fait connaître Imagine 2050 et d'ailleurs ce qui m'a fait connaître Camille Etienne aussi avec qui tu travailles. En tout cas, voilà, je te laisse continuer. Il y en avait une autre belle, Une planète bleue, sur un texte de Fred Vargas avec la voix de Charlotte Gainsbourg. Absolument, ouais, ça aussi. Et puis Bakélite, à la fin, tu vas nous en parler aussi. Ah oui, Bakélite, je pourrais t'en parler. Ouais, vas-y. Donc, Imagine 2050, depuis bientôt 3 ans, on a, grâce à l'arrivée de Laurent Esposito, qui est directeur, on a réussi à mettre en place toute l'activité d'accompagnement des leaders culturels.
Donc, tu le définis comment? Les leaders culturels, ce sont tous ceux qui façonnent quelque part nos imaginaires, tous ceux qui alimentent le soft power. Donc ça va être aussi bien les artistes que les éditeurs de livres, les éditeurs de jeux vidéo, les publicitaires, les journalistes, donc toutes les industries créatives, culturelles, médias. Toutes ces personnes ont un pouvoir phénoménal, puisque c'est elles qui façonnent notre rapport au monde. Donc on va les accompagner justement pour leur faire prendre conscience de ces enjeux et les aider à transformer leur récit. Pour exemple, on a accompagné les équipes de scénaristes de Plus belle la vie dans la construction des histoires. Ah oui, parce qu'en plus, alors là, pour le coup, ça a une influence énorme, Plus belle la vie. Oui, c'était plus de 3 millions de spectateurs par soir. Et un exemple là-dessus, ils voulaient parler d'une arche narrative. Donc une arche narrative, c'est une histoire qui court sur plusieurs semaines. D'une arche narrative sur un blackout. Et en fait, ils avaient que des idées de guerre civile qui leur venaient en tête. Donc, nous, on les a alimentés, au contraire, avec des exemples d'entraide. Des exemples sourcés d'anecdotes qui avaient lieu dans des pays du monde pour montrer que ça peut avoir lieu véritablement et que c'est souhaitable. Et parce qu'en fait, comme les spectateurs agissent aussi beaucoup tout le monde agit par mimétisme, ça prépare les spectateurs à ce comportement d'entraide si catastrophe il y a. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, et les producteurs ou les scénaristes de Plus belle la vie viennent te voir, tapent à la porte parce qu'ils n'ont plus d'idées. C'est pas qu'ils n'ont plus d'idées, c'est qu'ils veulent s'améliorer sur ces valeurs-là. Ok, très bien. Et trouver des personnes, donc c'est-à-dire vous, qui sont en mesure d'apporter aussi à leur narration des scénarios aussi basés sur le réel, c'est-à-dire sur ce qui existe, mais qui ne fait pas partie de leur propre imaginaire. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça peut se concrétiser aussi bien dans les anecdotes d'un personnage, que dans le comportement des personnages, le décor, etc. Donc il y a plusieurs manières d'influencer une histoire. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait. Sinon, on fait beaucoup de formation de journalistes. Non, parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant. Est-ce que vous participez à la rédaction des scripts ou est-ce que vous donnez des éléments d'information sur la manière en fait dont on va se comporter, quels sont les bons réflexes, les bons comportements sur un sujet donné, ou est-ce que vous apportez surtout de la connaissance, vous offrez de la matière, puis après ils en font bien ce qu'ils en veulent, ou est-ce que vous êtes entre guillemets un peu partenaire dans la co-rédaction des scripts? Alors, c'est bien qu'on intervienne à plusieurs étapes, en amont pour nourrir, et puis dans la relecture. Voilà, relire pour traquer clichés, trucs comme ça, oui. Alors, comment ça s'appelle? D'ailleurs, ça, c'est un grand mouvement éditorial aux États-Unis. Sensitivity reading. Ouais. Donc, ça veut dire que maintenant, je n'émets pas d'avis. En tout cas, je mets pas d'avis là-dessus. Mais c'est vrai que en France, on l'a beaucoup commenté avec Agatha Christie et les Dix Nègres. On a changé le titre pour que on puisse prendre en compte en fait la sensibilité des personnes racisées et en particulier noires. Parce que nègre est extrêmement connoté, mais aux États-Unis, quand on écrit un bouquin, les maisons d'édition les passent en révision, justement pour éviter que tous les clichés, tu l'as dit, que tous les clichés de faire attention à la sensibilité des minorités ou des communautés, peut-être que tu peux mieux l'expliquer que moi. Est-ce que c'est une tendance en fait que vous faites entrer en France? Ou est-ce que c'est déjà une sensibilité qu'un certain nombre de producteurs et d'éditeurs ont? Ça manque clairement dans les différents secteurs culturels. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est de la prise de conscience, de la lumière, en fait, sur des imaginaires ancien monde qui sont à déconstruire. Donc, en fait, on essaye d'apporter cette lucidité-là. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agit certainement pas de censurer. On peut conserver des œuvres très subversives, et il faut garder un art corrosif. En revanche, être conscient des impacts que ça peut avoir. Et je suis persuadé que on ne voit pas ça comme de la censure. Je suis persuadé que on voit cela, en tout cas s'agissant des États-Unis qui ont vraiment mis ça en place, que c'est une vraie forme de sensibilité aux clichés sous-jacents à notre manière de voir et d'exprimer les choses, et que on peut très bien par contre
exprimer volontairement à travers la voix d'un personnage un cliché ou une imagerie raciste ou ce genre de choses, tu vois, et que c'est très bien assumé parce que ça fait partie de la narration. Mais dès lors qu'on emploie un ou des termes qui ont été acceptés ou effectivement qui font partie un petit peu du langage familier courant et dont on ne se rend même pas compte, on va pouvoir les cibler et les éradiquer et donc apporter un peu plus de nuances, un peu plus de respect aux communautés et puis c'est ça, c'est trouver ce bon équilibre. Ouais. Et tu le fais ailleurs? Tu le fais avec d'autres ou tu l'as déjà expérimenté d'autres manières? On échange avec d'autres équipes de production. Je ne peux pas encore dire les noms. Mais sinon, pour continuer sur les autres activités d'Imagine 2050, on a fait de la formation de journalistes sur les sujets climat dans des rédactions comme Le Parisien, Les Échos, TF1 et d'autres. Et puis là, on sort bientôt un MOOC Nouveaux Imaginaires. Voilà, ça sort le 7 mai. Ce sera accessible au grand public de manière gratuite. Et puis, dans la continuité du tronc commun qui va durer 90 minutes, il y aura des spécialités par métier et des spécialités par thématique comme l'alimentation de demain, la santé de demain, tout ça. Mais à destination de qui? Alors, le tronc commun, c'est à destination de tout le monde. Et on le déploie aussi dans les entreprises avec un accompagnement plus sur mesure, quoi. Et après, les spécialités, là, ce sera vraiment à destination de certains métiers. Par exemple, il y aura une spécialité musique, une spécialité art vivant, une spécialité jeux vidéo, pub, fiction audiovisuelle, et les thématiques à l'alimentation de demain, là, ça ciblera les métiers de l'alimentation. Mais c'est marrant, vraiment, cette nécessité vraiment de déconstruire les clichés. Et sur tous les sujets, tu viens de citer les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un vrai sujet aussi. Tu vois. Celui de se dire que au final, un exemple, je sais pas si tu connais, mais il y a un gars qui s'appelle Zerator et qui était un streamer. Tout le monde se foutait de sa gueule. Le mec, il était sur Twitch. Mais pourquoi tu te filmes tout seul? Tout le monde s'est foutu de la gueule, en fait, des streamers parce qu'ils étaient sur Twitch ou sur des lives en train de jouer aux jeux vidéo. Mais ces gars-là, lorsqu'ils se sont réunis pour mener des collectes de fonds, ils ont mené des collectes de fonds bien plus importantes et puissantes que des choses que l'on voit sur TF1 en prime time. Avec le Z-Event. Avec le Z-Event, exactement. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut essayer de travailler, de déconstruire en se disant « Ah ouais, d'accord, ok, les mecs, ils sont puissants et c'est une vraie génération qui réinvente la manière de s'engager. » Oui. Bon, après, c'est un sujet, un monde assez complexe, le monde du jeu vidéo, mais ils ont monté leur force de frappe à cet endroit-là, Et c'est aussi marrant, pour continuer là-dessus, de voir que, en fait, des jeunes qui sont dans leur chambre, non pas à jouer, mais à regarder des gens jouer, parce que les streamers vivent des dons de leurs abonnés, et se dire en fait tous ces jeunes-là, je sais pas s'ils font chauffer la carte bancaire de leurs parents ou pas, mais je suis pas sûr que ce soit la grande majorité, mais en tout cas ils sont en mesure de sortir de leur portefeuille leur carte bancaire pour faire un don en faveur d'organisations gouvernementales, d'associations et qui œuvrent pour le bien commun. Ça aussi, c'est les médias ont un rôle extrêmement important à jouer dans cette déconstruction. Je vais y arriver. Et quel est le lien, toi, que tu as, notamment avec On est prêt, Imagine 2050, avec les médias pour essayer de faire passer les messages? Parce qu'une fois que tu produis, il faut diffuser. Côté Imagine 2050, on a un organisme de formation Calliope, donc là il y a des formateurs, très certifiés, c'est tout un process, quoi. Donc c'est vraiment très séparé, les deux activités. Donc là-dessus, ça avance bien. Quoi qu'on a commencé par les sujets climat, et il y aurait maintenant à aborder les autres sujets pour rentrer dans plus de complexité. Et après, avec On est prêt, donc c'est un mouvement qui n'a rien à voir et qui est, à part moi, mais c'est un mouvement très activiste. Et là, quand on lance des campagnes de mobilisation, les médias s'intéressent à nous, ils viennent nous interroger sur les sujets portés. Et en dehors des campagnes, quand il y a des sujets qui sont déjà portés par nous, on vient aussi nous chercher pour avoir notre point de vue dans les médias. Et ça contribue à la construction des récits. Donc en fait, tout ce qui est récit médiatique est très important. Et c'est ce qui est le plus instantané, le plus rapide en fait à mettre en œuvre. T'as dit en fait qu'on est prêt et Imagine 2050 n'avait pas grand-chose à voir hormis toi. Est-ce que c'est bien vrai ça? Moi et la forme d'expression est différente. Pas la vision, la théorie du donut, c'est... Et partagée. Les valeurs sont les mêmes. Les missions sont différentes. Oui, les missions sont différentes,
pour revenir à ce que tu disais par rapport à la sollicitation de données près par les médias, on voit bien le rôle que les médias jouent, que les journalistes jouent. Tu as dit d'ailleurs en fait qu'à Imagine 2050, vous formiez les journalistes, mais les nouveaux récits ne pourront pourront prendre véritablement s'ils sont appropriés et compris par les journalistes. Et donc, dans une tendance de concentration des grands pôles et des grandes journées, des grands titres de presse et de télé par les personnes qui sont probablement les moins responsables en termes de modèle et de société et économique. Est-ce que tu entrevois un début de transformation ou de sensibilisation et d'engagement de leur part, ou est-ce que le travail est difficile justement aussi pour les sensibiliser et pour leur demander de diffuser et passer les messages? Là, tu parles des journalistes ou des actionnaires? Ah non, c'est toute la difficulté. Je parle évidemment des journalistes et des rédactions d'abord, en considérant que dans le meilleur des mondes, les rédactions et les journalistes sont indépendants. Ouais. Évidemment. Dans le meilleur des mondes, ouais. Moi, je suis quand même très, très inquiète du paysage médiatique en France. Il n'y a pas suffisamment de médias indépendants et puis ils n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers. L'extrême droite se paye énormément de médias. Et il y a une menace terrible sur la presse écrite, qui est quand même à la base de la démocratie, la presse écrite. Notamment parce que les gens s'en détournent aussi. Et aujourd'hui, là, il y a peu de temps, l'Arcom a prédit une baisse de 20 à 30% des revenus publicitaires de la presse écrite au profit des plateformes. C'est-à-dire que les annonceurs préfèrent donner de l'argent aux plateformes plutôt qu'à la presse écrite, alors qu'en fait, c'est la presse écrite qui, par ses investigations et son travail, va irriguer les autres médias et ce travail, in fine, sera repris par les plateformes. Ouais, parce que quand tu parles de plateformes, tu parles de YouTube, Instagram et compagnie. Ouais, les GAFAM, tout ça. Les GAFAM. Mais donc aujourd'hui, si on n'a plus la capacité de payer des journalistes pour faire ce travail de décryptage de l'actualité, d'alimenter le débat démocratique, c'est super inquiétant. Donc là encore, faut imaginer des choses au niveau individuel, collectif, réglementaire, législatif, pour accompagner le métier de journalisme, de presse écrite, à survivre dans ce contexte. Et tu vois l'évolution aussi ou la création de médias engagés et qui sont en mesure de contrer un peu ça. C'est peut-être que l'effet est epsilonesque, mais un média comme Le Vert... oui. Ouais. Ces médias, effectivement, Vert, Mediapart, Blast, Reporter... qu'il est important de soutenir. Donc moi, je suis abonnée à ces médias. T'es abonnée et tu travailles avec? Ils nous couvrent assez régulièrement. Donc oui, quand on fait des campagnes, ce genre de choses. Mais je peux étendre à Libération, Monde. Voilà, donc c'est effectivement des médias qu'on a envie de soutenir. Ouais. Et est-ce que Imagine 2050... C'est quand même pas dans la même catégorie, Libé et Le Monde, mais je les mets quand même dans les médias qui... Oui, dans les médias mainstream qui essaient de faire un petit peu le travail, qui ont leurs propres difficultés, parce qu'on voit l'aspect très concurrentiel. Et encore une fois, on le répète, les journalistes le font aussi avec des moyens qui sont souvent assez limités. Parfois, les actionnaires, alors on leur tape sur les doigts, mais je pense notamment à des Mathieu Pigasse ou à Xavier Niel qui ont repris Le Monde, mais qui ont quand même mis en place un certain nombre de dispositions, une fondation pour dissocier l'actionnariat de la rédaction. Ouais. Ils prennent pas de décision. Enfin bref, j'invite quand même à regarder parce que c'est un modèle assez nouveau. Ouais, j'y pensais, Il faut quand même plutôt le mettre en avant. Et évidemment, on est quand même relativement loin de la prise de possession d'un Vincent Bolloré sur Canal+ et qui décide de mettre des animateurs. Et qui, là, pour le coup, eux font de la déconstruction ou alors de la déconstruction, en vérité, font plutôt de la résistance dans le modèle de domination dont tu parlais tout à l'heure. Oui, il y a des études qui montrent que ça influence véritablement le vote. Parce qu'il y a ce débat de se dire qu'en fait, ils ne font qu'adresser la demande, sans effet, in fine, sur les intentions de vote. Et il y a eu des études qui ont montré que Fox News aux États-Unis a pu faire basculer jusqu'à 20% de la population. Ouais. Donc, dans l'enquête qui a lieu en ce moment, qui a été commandée par le Conseil d'État, sur l'utilisation des fréquences TNT par CNews et C-Star, c'est des questions qui sont posées. Est-ce que c'est des choses contre lesquelles il faut se battre aussi ? Est-ce que le législateur n'a pas un rôle ? Oui, je pense que oui.
à jouer, quand même. Déjà de régulation, mais de toute façon, les gars, en fait, on les voit. Je sais pas, le Hanouna, il se prend des blindes d'amende et c'est pas pour autant qu'il bouge d'un iota. Oui. C'est vrai qu'il s'est beaucoup politisé. On l'a vu avec les dernières élections présidentielles. Comment des médias aussi mainstream peuvent être un caillou dans la chaussure de toutes ces transformations positives que l'on attend d'un point de vue sociétal et démocratique. C'est pas décourageant un peu? Si, mais en fait, on le voit en fait. Enfin, déjà sur l'Arcom, moi, je pense qu'on aurait vraiment besoin que l'Arcom, le Conseil d'État, montre plus les muscles, c'est-à-dire qu'il soit plus ambitieux et courageux dans les décisions prises. Donc ça, c'est une chose. Après, ça fait quand même 6 ans que la démocratie recule dans le monde. 2024, ça va être une année charnière en termes d'élections, puisque plus de la moitié de la population mondiale va aller voter. Les élections européennes, ça va être un moment crucial. On sait déjà qu'il va y avoir un raz-de-marée d'extrême droite qui a annoncé qu'elle détricoterait toutes les mesures sociales et environnementales qui ont été passées ces dernières années. Et oui, là-dedans, les médias ont un rôle central. Donc oui, Hanouna et Bolloré participent de ce grand phénomène. Ouais, et on peut pas se cacher derrière... alors, c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais on peut pas se cacher derrière le pluralisme des idées politiques. Non. Et puis, enfin même dans l'enquête là que je citais, commandée par le Conseil d'État, ils ont démontré qu'il n'y avait pas du tout de pluralisme à l'antenne. Ouais, en particulier sur ces plateaux-là. Ah oui, que, enfin voilà, les mouvements politiques non adoubés par Vincent Bolloré étaient sous-représentés. Ouais. Et puis ils se font réinviter et ils se font taper dessus chez Hanouna. Quand ils se font inviter. Quand ils se font inviter, ouais. Bah je pense, je sais plus comment il s'appelle. Louis Boyard. Ouais. Qui s'était bien. Ouais. Pierre Rigaud aussi, anti-chasse. Enfin, il y en a quelques-uns, mais tu vois, on voit tout de suite de qui on parle, donc en fait, ça arrive trop peu souvent. Oui, absolument, ouais. Mais de toute façon, depuis l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen, je pense que ça a ouvert quand même la porte à la dédiabolisation. On a invité davantage le Front National sur les plateaux, et puis on s'est dit finalement que c'était pas si terrible que ça et qu'on devait continuer à ouvrir les vannes. En ouvrant les vannes médiatiques, on a vu que ça a ouvert les vannes démocratiques. Et c'est probablement le problème. Il est souvent plus facile de détruire que de construire. Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les élites politiques de ces mouvements-là et les potentiels électeurs, sachant qu'on a vu en fait que l'extrême droite, une fois qu'elle arrive au pouvoir de l'Assemblée nationale ou du Parlement européen, vote à l'encontre de son propre programme. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quelque part une trahison complète de la parole qu'ils ont donnée aux électeurs, plus le fait qu'ils sont à la solde d'ultra-riches qui les financent. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment très important de mettre en lumière que ces élites d'extrême droite, une fois qu'elles sont au pouvoir, ne sont pas là pour servir leurs électeurs, au contraire. Et moi, je comprends la détresse des électeurs qui peuvent être tentés par le vote du RN, parce que le contexte est très difficile à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau du pouvoir d'achat, de la sécurité, à l'arrivée de la guerre en Europe, etc. Donc il y a énormément de raisons d'avoir peur, sauf que ce n'est pas eux qui ont des solutions. Je reviens à ma question, à la question de la démocratie et au fait qu'il faille s'engager davantage dans des campagnes de mobilisation pour le vote, ce qui n'existe pas en France. Alors si, il y a des campagnes de get out to vote. Menées par le gouvernement? Non, alors pas le gouvernement, mais les assos. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah là, il va y en avoir pas mal. Ouais. Alors ça m'intéresse. Lesquels tu peux en citer quelques-uns? En amont des européennes qui arrivent, c'est en train de se mettre en place, mais on est prêt à apporter une campagne de get out to vote, sans être partisan, parce qu'on n'est pas partisan. Non, mais c'est ça qui est très important, c'est que il ne faut ni que ces campagnes-là soient menées par le gouvernement, et il faut ni qu'ils soient véritablement portés aussi par les partis politiques, mais par une frange de la population citoyenne indépendante, capable de dire peu importe pour qui tu votes, mais il faut que tu ailles voter. Oui, c'est ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'organisations qui vont en parler. Nous, on discute avec des influenceurs pour qu'ils s'emparent aussi du sujet. Ah ouais, ok. Voilà. Donc ça, c'est une campagne de Néphré qui va aller
Ok, super. Donc, il faut rester un petit peu branché sur les ondes et sur les abonnez-vous. réseaux sociaux. Ouais, alors, sur quoi, d'ailleurs? Sur quelle plateforme? Toutes? On est très, très présent sur Instagram. On a une newsletter aussi, on est prêt.com. On a un Discord. Voilà, c'est les principales plateformes sur lesquelles on peut vous suivre. Merci. Quels sont les sujets que tu aurais aimé que l'on aborde là aujourd'hui? Est-ce que il y avait une idée que tu voulais défendre avant de venir à mon micro ou pas? J'avais pas forcément pensé, mais ce que j'aurais envie de faire, c'est probablement d'inviter ceux qui nous écoutent à s'inscrire à On est prêt s'ils ont envie d'agir. Ouais. Ce que j'ai évoqué, onestprêt.com, etc. Sachant qu'on va avoir d'autres campagnes que les européennes qui arrivent. On va continuer sur la thématique du plastique qu'on a lancé en fin d'année dernière. Et d'autres, je fais un petit teasing dont je ne peux pas encore parler. En fait, justement, de la campagne contre le plastique avec Secov Plastique. C'est ça. Et Bakelite avec Julie Gauthier. Ouais. Donc, tu n'en as pas parlé, mais c'était quoi l'enjeu? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que c'est une campagne qui est toujours en cours? Alors, c'est une campagne qu'on a lancée en fin d'année dernière, qui démarrait par ce court-métrage réalisé par Julie Gauthier. Julie Gauthier, qui est apnéiste et réalisatrice. Et c'est un petit court-métrage de 6 minutes qui est très onirique et qui représente une naïade, c'est-à-dire un esprit des océans qui va se battre contre un géant de plastique. Et ça représente en fait le rapport de l'humanité au plastique. Donc avec au départ une fascination, une forme d'histoire d'amour, jusqu'à ce que le plastique tente de l'étouffer. Sur la musique de Ron, musicien électro que j'adore, qui a eu plusieurs Césars et qui est un mec incroyable. Et donc cette campagne, l'objectif, ça a été d'alerter sur la pollution plastique qui impacte notre santé et celle de tout le vivant. On pense souvent à ces animaux dans les océans qui sont étouffés par le plastique, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a un problème environnemental énorme qui est une bombe toxique phénoménale. Au moment où on produit le plastique, on ajoute souvent des additifs chimiques dont les effets sur la santé humaine ne sont pas testés et dont on découvre a posteriori qu'il y a des effets gravissimes, des bisphénols, des phtalates, etc. Le principe de précaution n'est pas du tout adopté pour ces additifs chimiques-là. Et la grande majorité du plastique produit sur Terre se retrouve dans la nature, dans des décharges sauvages et dans les océans. Et les enzymes naturelles n'ont pas cette capacité à digérer le plastique. Ce qui fait que le plastique se dégrade en microparticules, nanoparticules, qui vont se retrouver dans le cycle de l'air. C'est-à-dire que même un jour où il fait beau à Paris, il pleut l'équivalent de 40 kilos de plastique à Paris. Et ces particules, en fait, se comportent comme des aimants qui vont attirer la plupart des bactéries de l'environnement, des pesticides, etc. Et donc, on a retrouvé des morceaux de plastique dans l'océan Pacifique qui portaient le bacille du choléra. Et aujourd'hui, quand il pleut, il pleut ces particules de plastique chargées de tous ces toxiques. Donc, en fait, c'est pour ça que ça infiltre les 4 coins de la Terre. Et c'est pour ça qu'on en trouve en Antarctique, c'est pour ça qu'on en trouve en haut des plus hautes montagnes. Oui, parce que le principe physique est quand même relativement simple. Le plastique se retrouve en mer, qui dissout en mer, l'évaporation de l'eau se transforme en nuage. Le nuage arrive au-dessus de nos têtes, il pleut, au-dessus des montagnes, il pleut, et on reçoit tout simplement en fait le produit concentré de ces pollutions en mer. Oui, et je parlais avec un biologiste qui s'appelle Marc-André Sellos, qui est au Muséum d'histoire naturelle, en fait, qui expliquait qu'aujourd'hui, on relâche dans la nature une quantité phénoménale de xénobiotiques. Les xénobiotiques, ce sont les molécules qu'on ne retrouve pas à l'état naturel, qui sont créées par l'être humain. Et en fait, on en libère tellement et des xénobiotiques tellement variés que ça crée des cocktails chimiques et ça défie la loi de l'évolution humaine, à savoir que pas qu'humaine d'ailleurs, la loi de l'évolution qui fait que le vivant n'est pas en capacité de s'adapter parce que c'est trop massif et trop rapide. Et ça vient défier donc la capacité du vivant à survivre en termes de fertilité, en termes de maladies et autres. De l'extinction, l'accélération de l'extinction des espèces, parce qu'elles ne sont pas à mesure de via cette pollution. Via cette pollution. Celle qui est vraiment... Et c'est ça qui est marrant, parce qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle évidemment du réchauffement climatique et puis des enjeux liés à cela. Les climato-sceptiques... il
il en existe encore quand même plutôt pas mal. Ouais. Et notamment de dire, de résumer un peu le réchauffement climatique à la hausse des températures et de dire en fait que de tout temps, on a Mais ce que tu dis là, on peut pas dire effectivement en fait que les xénobactéries, c'est ça ? Xénobiotiques. Xénobiotiques font partie de l'évolution de notre planète, vu que, par définition, elles sont produites par l'homme et se retrouvent dans l'état, se retrouvent dans la nature, dans des endroits où elles ne devraient pas se retrouver. Ouais. Tu vois ? Et vraiment, l'impact de l'homme est absolument partout, quoi. Il y a des densités phénoménales. Hein. Voilà, donc cette campagne, on l'a lancée en novembre. Elle est toujours sur le site onesprêt.com avec des propositions comme un kit pour apprendre à déplastifier sa vie, un kit de projection débat à partir du film de Julie et des actions politiques qui vont revenir, puisque là, fin 2023, on avait interpellé le Parlement européen, on avait interpellé aussi au niveau de l'INC 3, c'est l'équivalent de la COP climat, mais pour le plastique. Donc il va y avoir d'autres rencontres internationales où les États du monde entier vont réfléchir à un grand traité plastique. Donc on va continuer à essayer d'agir, de mettre de la pression à ce niveau-là. En France, on s'intéresse aussi beaucoup à la loi AGEC, à savoir la suppression d'un maximum de plastique, notamment les petites bouteilles en plastique, etc. Donc ça continue. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui on parle énormément du climat, c'est bien, on a compris le sujet, mais ça n'est pas le seul. Ouais. Voilà, c'est pour ça que d'un point de vue prise de conscience, on essaye vraiment d'expliquer quels sont les autres enjeux. J'ai une dernière question pour toi, j'en ai deux d'ailleurs. C'est celle de ton rapport au temps. Ah ouais. Tu fais comment pour gérer tout ça et justement en fait en prenant le temps même pour toi? Ouais, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. Oui. Tu mets le doigt sur quelque chose. Alors que dans ce nouveau monde, on promeut la slow life. Ouais. Moi, je pense que, je ne l'incarne pas à ce jour, que j'ai la chance de travailler avec des équipes formidables qui ont cette capacité à prendre les sujets. C'est pas moi qui suis opérationnelle sur tous les sujets que je t'ai mentionnés. Hein. C'est vraiment des équipes dédiées sur chacun de ces projets-là. Ce qui pointe à la nécessité des fonds, des moyens pour staffer, puisque on a des grandes ambitions et pas encore suffisamment de moyens financiers pour tout ça. Et ça, c'est pas que nous, hein, c'est l'ensemble de ces écosystèmes Nouveau Monde. Merci pour la photo. Et moi, je me bats contre moi-même. Ouais. J'ai une capacité à faire les choses vite, mais c'est vrai que j'ai un enjeu à ralentir et à réduire. Ouais. Voilà. Et tu vois, on revient à l'essence même de cette conversation. C'est que chacun doit réussir à se battre contre lui-même pour avancer vers le mieux, pour ralentir, pour mieux consommer, voire pour, dans une certaine mesure, arrêter de consommer, pour remettre du sens dans ce qu'ils font. C'est très psychanalytique, en vérité, tous les sujets que l'on a abordés, et puis même le sujet du siècle. Lié à l'environnement et à la planète. C'est se questionner sur soi et sur ce que l'on est en mesure de faire ou de ne pas faire, ou d'arrêter de faire. Sur sa propre finitude. Sur sa propre finitude. Ouais. Ses limites. Au final, pour respecter les limites planétaires, il faut d'abord commencer par respecter nos propres limites. Prendre soin de soi. C'est vraiment ce qu'on propose avec le programme dont je te parlais là. Prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Je crois que c'est un joli mot de la fin. Mais j'ai instauré dans ce podcast une petite question de fin. Okay. Souvent, on demande des lectures. Ah oui, très bien, allons-y. Ouais, mais non. Je te demanderai pas tes lectures. Ah zut. Parce qu'on est sur un podcast. Je vais te demander une référence, le dernier podcast ou le podcast que tu recommandes à celles et ceux qui nous écoutent. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur en termes de podcast ? Ouais. Autre que Nouveau Récit. Absolument. T'es amatrice de podcast ou pas? Ouais, non, mais j'essaye de sortir un peu des sentiers battus parce que Victoire Soyon, Cœur sur la table, oui sur la table, tout le monde en parle. Sismique, super. Ouais. Et du coup, j'avais trop envie de... Métamorphose aussi. Ouais. J'aime beaucoup, Anne Guéquière. Mais j'ai quand même envie de donner une lecture, j'ai le droit. T'as le droit. On la mettra aussi en référence. Un mec qui passe dans plein de podcasts en ce moment, c'est Jean-Pierre Gou pour parler de Révolution Bleue. Ouais, d'accord. Il est sorti mi-février et ça, c'est vraiment un bouquin à lire qui peut donner des idées sur la manière d'appliquer aussi la Révolution Bleue. Voilà. Merci beaucoup Magali. Merci à toi.
Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.